souvenirs. Je sais pas, oui, allons-y. Oh là, c'est des line tests, ça. Voilà comment ça se faisait à l'époque. On avait donc des crayons. C'était fait au crayon. Vous voyez, donc tous les dessins sont faits à la main et filmés. Et ça, c'est ce qu'on appelle les line tests. Donc c'est une épreuve pour voir avant si l'animation, si le mouvement est bon. Ah, là, c'est le chanteur de... Il s'appelle Lionel Leroy. C'est lui, je l'ai filmé, je l'ai photographié à Los Angeles. Il était en train d'enregistrer le générique d'Ulysse. Donc vous voyez, ça c'est une photo importante. Lionel Leroy, donc il s'appelle, je ne sais plus comment, c'est pas son vrai nom. Hein, Yves Martin. Yves Martin, voilà. Okay. Aujourd'hui, c'est le mari de Sheila. Il avait quel âge? Il avait 20 ans. Là, il avait 20 ans, oui. Hein, je crois. Oui. Enfin, il fait très jeune. Mais... Donc, on a enregistré, on a rencontré à cette époque aussi un personnage pour la musique et le son qui était Haïm Saban. À l'époque, Haïm Saban avait fait la musique de Goldorak. Le Blas, ici. C'est Saban, là, derrière. Saban, d'accord. Donc, il avait fait la musique en France de Goldorak. Et il avait gagné beaucoup de sous avec la musique de Goldorak. Et nous, on avait commencé à faire la musique d'Ulysse 31 avec un groupe américain qui s'appelait les Osmond Brothers, qui étaient des simili Beatles, ce genre de choses, mais qui faisaient de la musique de film, de la musique de série. Donc, ils étaient à Salt Lake City, c'était des Mormons. Et j'étais à Salt Lake City, je vous assure que le soir, c'est désert, Salt Lake City. Et Saban est arrivé et a dit, écoutez, moi, ça m'intéresse de faire la musique d'Ulysse. Mais moi, la différence des Osmond Brothers, c'est que moi, je vous paye pour faire la musique. Donc, je paye pour faire la musique. Qu'est-ce que vous voulez répondre à une offre comme ça? Donc, on a dit OK. En plus, il avait de bonnes références, puisqu'il avait fait un succès qui était Goldorak. Et c'est comme ça qu'on a fait Ulysse 31. Et donc, quand aujourd'hui vous voyez la série Ulysse, vous avez des musiques des Osmond Brothers, enfin ils s'appellent, c'est pas leur nom au générique, et des musiques de Saban mélangées. Il y a les deux dans la série. Ça, c'est les ingénieurs, c'est Chouki, pour ceux qui connaissent Chouki, qui est au milieu. Hein, donc avec l'ingénieur du son pendant l'enregistrement de la musique. J'avais avec moi à Los Angeles un personnage à gauche qui s'appelle Jean-Bernard Hébé, qui est sur RTL, qui avait une émission de rock et de musique branchée de l'époque. Et donc on l'avait emmené comme conseiller musical. Et il connaissait beaucoup de monde à Los Angeles. Il m'avait fait visiter Los Angeles qu'il connaissait déjà. Lui, c'était déjà un monsieur qui avait 45 ans, facile, qui connaissait bien le métier, qui avait de la bouteille, et qui connaissait bien la ville surtout. Mais il nous a été très utile, donc il a participé un peu à la création de la musique d'Ulysse. Il faut rappeler que Chucky Levy a également composé les musiques des Cités d'Or, Jace... Voilà, après on a... d'autres séries, d'ailleurs pas que la Dick. Oui, il a fait beaucoup plus d'autres séries de chez Saban. Dernièrement, il a fait Bioman, Power Rangers, pour ceux qui connaissent. Tu nous fais confiance. Bon. Ça, c'est notre premier salon au MIP TV à Cannes, où on essayait de vendre la série. Puisque France 3 l'avait pris, mais après, il fallait le vendre à l'international. Parce que Ulysse 31 marchait pas au Japon. Les Japonais, quand je suis parti avec le premier épisode sous le bras, m'ont dit « ça fait français ». Bon. Je suis arrivé à montrer ça à France 3, qui m'a dit « ça fait japonais ». Donc j'étais... Alors, est-ce qu'on peut parler de cette dame qu'on voit? Alors, c'est Jasmine Delacroix. Ça a été, disait toujours, c'était une des commerciales de la maison. Au début, grâce à elle, on a pu vivre parce que c'était une Parisienne, une commerciale géniale qui avait travaillé à la radio, à France Inter, et qui connaissait beaucoup de monde. Et grâce à elle, tous les budgets qu'on a eu au début, qui étaient quand même quelques millions de francs à l'époque, les budgets sur le pétrole, vous avez vu tout à l'heure, l'aventure de l'énergie, etc., c'est elle qui ramenait ça.
Donc c'était quand même un personnage important qui a aidé la société à se lancer. Financièrement, on existait beaucoup grâce à elle. Elle avait l'habitude de dire à Jean Chalopin m'a mis sur le trottoir. Voilà, donc vous voyez. Elle avait beaucoup d'humour. Elle nous a quittés il y a une dizaine d'années. Et voilà, c'était un grand personnage. Ça, c'est toujours le studio à Tours, je pense, non? C'est ça? Non, c'est à Tokyo. C'est à Tokyo, ça. Donc, je crois qu'on est dans le studio d'Inspecteur Gadget, je crois. Vous qui avez travaillé au studio d'Inspecteur Gadget. C'est que des photos d'Ulysse? Là, c'est les photos. Là, c'est les auteurs de Nina Volmark et Jean Chalopin. Et puis, bon, moi, là. Ah, oui. Sur Ulysse, c'était des photos pour je ne sais plus qui à l'époque. Ça, on est en train de travailler avec le producteur japonais qui est là, à droite. Ah, c'est René Borg aussi. Et René Borg ici, et moi qui dessine là, au milieu, avec Nina Volmark et la traductrice japonaise Keiko. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de René Borg et de Alors, sa participation? Voilà, René a fait la première... Il est venu à Tours pour former un peu le studio. Voilà, lui, il était un professionnel, il avait fait les Shadocks et puis surtout le Dauphin. Voilà. Donc nous, on était un peu expérimentés à Tours et il fallait qu'on s'organise un petit peu. Donc Jean avait fait appel à lui pour venir à Tours et nous montrer un petit peu la chaîne de la fabrication d'un dessin animé. Et là, on n'est plus à Tours, on est à Paris, on est dans les bureaux parisiens, là, en train de travailler avec l'équipe japonaise. Et à l'époque, c'est René qui a été le premier réalisateur qui a fait le premier épisode de Ulysse 31. Donc c'est un épisode qui n'a pas marché et il ne s'entendait pas bien avec le réalisateur japonais. Donc le réalisateur japonais est parti et lui aussi. Et moi, donc j'ai pris la place et j'ai repris la série en main. Et voilà, vous avez vu la série que j'ai faite aujourd'hui. Là, c'est le travail à l'époque. Le premier réalisateur japonais qui est debout en pull blanc, c'est Nagahama. Alors là, je travaillais avec lui. C'était déjà... vous avez un dessinateur français qui s'appelle François Hollotte qui travaille en dessous, Nina Volmark. On est en train de se creuser la tête pour trouver une idée. Et ce monsieur, Nagahama, m'a accueilli au Japon et m'a fait découvrir le Japon. Il était très francophile. Les milieux intellectuels japonais étaient très francophiles à l'époque. Les gens portaient le béret pour vraiment dire leur appartenance. Non, et c'était pas pour vous. C'était une plaisanterie en France de porter le béret. Mais les intellectuels japonais portaient le béret. Et donc il m'a emmené dans ces milieux, m'a fait découvrir Tokyo. Il m'a très bien accueilli. Malheureusement, au premier épisode, à la fin du premier épisode, on s'est quitté un samedi et j'arrive au bureau. Il était malade, il se soignait lui-même. Il avait une sorte de grippe. Et j'arrive le lundi au bureau à Paris et on reçoit un telex à l'époque. Monsieur Nagahama est mort. Donc ça fait un drôle d'effet, je peux vous dire. L'équipe japonaise demande à ce que vous reveniez tout de suite. Donc je débarquais de l'avion, moi. Donc je pars tout de suite. 14 heures de décalage horaire, c'est ça? Oui, je ne sais plus combien c'est, 12 heures, je sais plus. Oui, c'est facilement. 8 heures. 8 heures maintenant, oui. Et donc je suis reparti au Japon à toute vitesse. Et bon, là, j'ai appris qu'il s'était auto-médicamenté. Bon, je ne sais pas, c'est la version officielle qu'on m'a donnée. Donc, quand on a vraiment fini le premier épisode sonore avec la musique, avec tout ça, on a été dans un temple et on a projeté à sa mémoire ce premier épisode. Voilà, et après, je suis resté le seul chief director, comme disent les Japonais. Parce que lui, il était chief director japonais, moi j'étais chief director français. Et les Japonais ont dit après, puisque ça marche bien avec les équipes, tu resteras seul chief director. Et voilà, je commençais à passer Ulysse ensuite. Ça, c'est quelqu'un à qui je serre la main, mais je ne me rappelle plus qui c'est. C'est quelqu'un de la production. Je ne me souviens plus de son nom. Et alors, on voit par contre sur cette photo, ce qui est un peu moi je trouve intéressant, c'est toutes les images qui sont apposées partout. Comment vous interveniez dans le dessin? Vous faisiez en fait justement ces dessins pour que les dessinateurs japonais puissent les reprendre? À la base, à Paris, l'équipe faisait les dessins de recherche de base, toute la création. Et derrière, on avait un chef animateur sur la série qui s'appelait Araki. Très bon chef animateur, très accueillant, très ouvert, pas du tout comme certaines équipes japonaises que j'ai connues ensuite. Très ouvert et qui acceptait les changements, ce qui fait que j'ai pu faire réduire les yeux, qui étaient vraiment trop grands à l'époque parce que les Japonais agrandissaient et tout. Faisait les mentons pointus, donc j'ai pu faire arrondir les mentons, faire ça à la française, puisqu'on m'avait dit, à l'époque, le dessin animé japonais avait
très mauvaise presse et c'était violent et il ne fallait pas faire ça, etc. Donc on veut bien, nous disaient les chaînes, que ce soit fabriqué au Japon, mais il faut corriger les tics japonais, grands yeux, menton pointu. Donc moi, c'était d'accord. De toute façon, nous, à Création, on faisait les personnages comme ça. J'avais donc été voir Araki, passé 3 jours avec lui dans son studio et redessiné. Et comme c'était un homme très intelligent, très gentil, très ouvert, il avait accepté. Les personnages définitifs de Ulysse 31, c'est lui qui les a faits, donc sous nos directives. Et c'est pour ça que le dessin animé, sans doute, n'a pas bien marché au Japon ensuite, parce qu'il ne faisait pas partie des traditions japonaises que vous voyez depuis, qu'on connaît tous. Et donc, ces grands yeux, toujours avec beaucoup de lumière dedans, et les mentons pointus surtout. Les bouches en haricots, on me disait, les bouches en haricots, surtout pas. Je veux vous dire, Jean Chalopin a un petit quelque chose d'Ulysse. Tout à fait. Alors, tout le monde dit ça, et je ne sais pas si... oui, parce que moi, je trouvais qu'il était pas mal, donc voilà. Moi, j'ai commencé à dessiner. Donc, vous voyez. Voilà. Oui. On a pensé qu'il pouvait être roux, qu'il enfin, pouvait avoir des mèches. Voilà, c'était aussi pour changer... je sais pas, ça m'avait pas mal inspiré. Et ça changeait des héros de l'époque avec une barbe et des cheveux longs. Enfin, pour nous, quand même, il y avait l'Antiquité qui nous fournissait un modèle quelque part de l'homme barbu. Voilà, ça se faisait pas du tout à l'époque. Pas du tout. Donc, on avait quand même un filtre japonais qui était le chef animateur qui reprenait tous nos dessins et qui le mettait à la main des animateurs japonais. Puisqu'on a après des dizaines et des dizaines de personnes qui vont redessiner, ce qui vous explique quelquefois que les personnages dans ces anciens dessins animés se ressemblent quelquefois, sont un peu différents d'un plan à l'autre. Alors moi j'ai lu dans le livre que quand même Jean Chalopin avait été chercher des nouvelles technologies qui démarraient à l'époque, informatiques, qu'il avait été les chercher aux États-Unis. Aujourd'hui, oui, alors ça paraît, évidemment, ça fait il y a plus de 40 ans. On voulait faire des espaces un peu bizarres et fantastiques et faire ça avec les nouvelles technologies. À l'époque, il y avait des régies vidéo. Donc, ils ont été dans Denver. Et les régies vidéo à l'époque étaient très sophistiquées pour l'époque, mais je pense qu'elles étaient un peu en dessous du téléphone portable aujourd'hui. Vous pouvez faire mieux avec votre téléphone portable, je pense. Et alors, les régies vidéo avaient une mémoire pour enregistrer les mouvements, etc. Et à un moment, il fallait introduire un élément qui fasse que la mémoire s'en aille et fasse n'importe quoi. L'informatique faisait n'importe quoi. Et c'est ce qui est créé les espaces dans Ulysse 31 que vous pouvez voir par endroits, surtout au générique, ces espèces de fleurs qui s'ouvrent un peu fantastiques. Ça, c'est de la vidéo de l'époque qu'on a retranscrit avec les laboratoires et qui sont superposés avec les personnages traditionnels. Donc c'était beaucoup de travail, beaucoup de recherche, mais bon, on y tenait aussi pour un résultat qui était quand même assez moyen à l'époque. Je vous dis, aujourd'hui, on fait... chacun qui possède un ordinateur peut faire beaucoup mieux. Voilà, dans le générique, vous allez voir... Vous allez voir quelques fonds qui vont... Oui. C'est quand ça commence. Là, vous allez voir tout de suite après, là. Vous voyez, ça, c'est un effet vidéo. Bon, ça paraît aujourd'hui très simple. Regardez, ça aussi, c'en était un. Vous avez vu, ça bave de partout. C'est la mémoire de la régie qui devient complètement folle et qui crée ça. Alors c'était très aléatoire, hein. Il n'y avait pas de... On ne contrôlait rien. Ce qui allait se fabriquer, quoi. Voilà, c'est exactement. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner à l'avance. Mais on était content quand ça donnait ce genre de choses. C'était beaucoup d'argent dépensé pour un résultat qui, effectivement, aujourd'hui, ne paraît pas prioritaire. Il faut noter aussi que c'était utilisé dans les clips vidéo pour Earth, Wind and Fire ou les Jackson 5. On avait ces effets. Vous avez beaucoup de décrochages vidéo comme ça, si vous voyez les vieilles bandes vidéo, les vieux clips. Et TF1 aussi pour ses génériques. Oui. Notamment le dimanche pour le cinéma, pour présenter le film du dimanche. Il y avait ça. Il n'y en a plus après, je crois. Ouais. Nous, on avait glissé ça, on était très fiers d'avoir fait ça. On avait également développé avec M. Comparetti, qui était un ingénieur informaticien au Centre d'études atomiques à Paris, à Saclay, qui mettait à disposition les ordinateurs géants de cette époque au Centre d'études atomiques. Je vous rappelle qu'on est en 1979. Hein.
Donc aujourd'hui, je pense que votre téléphone portable est plus puissant aussi. Et ils mettaient ça à notre disposition pour faire de l'animation en 3D du vaisseau d'Ulysse. Alors c'est devenu finalement l'animation d'un anneau très simple, faite par un ordinateur, ce qu'on aurait pu faire à la main très... Quand on l'a projeté pour la première fois, c'était très décevant, parce que c'était le vaisseau d'Ulysse, on ne pouvait pas faire très compliqué pour l'ordinateur à l'époque. Donc c'était vraiment comme une bague, comme un anneau, très simple, qui avançait dans l'espace. Tout le monde s'est regardé, y compris le président japonais, qui a dit « Combien on a dépensé pour ça ?» On ne l'a jamais utilisé parce que c'était extrêmement décevant, mais on avait quand même envie de faire des choses nouvelles. On avait quand même envie de faire de la 3D, on en parlait. Effectivement, c'était des balbutiements de la 3D là, à l'époque. Donc le premier vaisseau d'Ulysse, c'était juste un gros pneu en fait. Bah, il est quelque part, je l'ai vu sur Internet. Enfin bon, On va essayer de le trouver. je voudrais pas accaparer la parole. Allez-y, je suis là. Non, Alors, racontez vos... Il faut qu'il se repose effectivement un peu, Bernard. Est-ce que vous voulez, du coup, envoyer sur d'autres séries sur lesquelles vous avez travaillé, vous, ensuite? Bah, si on reste au sein de la DIC, moi j'ai participé à plusieurs petits films, ce qu'on appelait institutionnels, c'est ça? Oui. Donc c'était type pétrole ou choses comme ça, ou aventure de l'énergie, et puis là c'est la même chose aussi. On travaillait sur des postes différents, moi plutôt soit animation ou parfois du traçage, des choses comme ça. Et Afrola s'occupait en général des décors. Et sinon, comme la série Il était une fois l'homme a démarré alors que j'étais salarié, on a développé une espèce de petite cellule Il était une fois l'homme à l'intérieur du studio. Et donc on était 4 ou 5 grosso modo à travailler là-dessus. Philippe était là. Voilà, Philippe était là. Philippe qui travaillait dessus, oui. Il y avait Manchu, Philippe Boucher Voilà, qui ont fait des s'est storyboards. occupé à la fois Personnages. de pas mal de vaisseaux spatiaux aussi parallèlement sur Ulysse. Et puis donc qui a fait du storyboard au début sur Il était une fois l'homme aussi. Bruno aussi. Bruno aussi. Bruno Bianchi, Voilà. oui. Et qui d'autre? Dominique C'était Lenné la grande aussi, équipe. un peu. Et puis Gérard Baldarotti aussi. Et un petit peu plus tard, tu as travaillé sur des séries dites comme La famille Sylvanians. Ouais, mais ça c'était à Los Angeles. Voilà. Oui. À Tokyo, sur Gadget aussi. Et À puis Los après, Angeles. sur la deuxième série de Gadget, je l'ai faite chez moi avec le fax qu'on m'avait offert et qui coûtait moins cher qu'un billet d'avion et qu'un séjour d'un mois sur place. Dommage. Mais bon. Il faut dire qu'à Los Angeles, on était 250 à peu près là, dans le building, entre tous les Mais je crois que dessinateurs. ce qui Donc était on avait changé de taille. Ce qui était intéressant aussi pour eux, c'est le fait que moi je travaillais sur Gadget en France alors que le studio et Bruno Bianchi étaient au Japon. C'est que grosso modo, quand je commençais ma journée, j'avais le fax avec les rectifs ou des instructions pour ma journée. Moi je travaillais toute la journée. Le soir, j'envoyais mes fax au Japon et eux, grosso modo, ils étaient en train de se lever, quoi. Donc ça faisait vraiment un truc assez complémentaire qui marchait 24 heures sur 24. Quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux raconter là-dessus. Il y a des images en préparation. Il y a des images en préparation, oui. J'ai un Oui, petit bien sûr. souvenir, moi, au niveau des staffs au Japon, c'est qu'ils avaient un système de 3-8. Ça, c'est la production. Travailler 24 Inspecteur. par équipe. C'est Oui, Bruno, Travailler c'est sur Bruno une qui équipe, l'a. c'est ça. Ah. Il y a l'équipe de nuit, l'équipe du matin, l'équipe du soir. C'est vrai, ouais. Ça, c'est le démarrage d'Inspecteur Gadget à Paris, la signature avec les deux Américains qui sont les producteurs, la chaîne. C'était pas une chaîne, c'est un groupement de chaînes américaines, Lexington Broadcast, et qui donc avait acheté Inspecteur Gadget. Avec France 3. Ah, le trottoir à Tokyo. Il y a Jean et Bruno qui sont à gauche, il y a Keiko qui est au milieu. Après, il y a Stéphane derrière, Martinière. il y a Stéphane Martinière qui est devenu un illustrateur assez talentueux. Après, il y avait Édouard. Le garçon d'à côté, c'était un Canadien dont je me souviens C'était plus du nom. Scott quelque chose, non? Scott, oui. Et sa femme. Et sa femme, la C'est toute Karen. petite, celui qui est derrière. Donc vous voyez que c'était une équipe internationale. Après, c'était plus les Canadiens Hmm. à droite.
Ça, c'est la production peut-être de gadgets, ça, hein, puisque Bruno est là au milieu. Pourtant, c'est la même, c'est les mêmes personnes que j'avais, moi, sur les mini-pousses. Les producteurs, là, qui sont là, les chargés de studio, là. Lui, c'était le chef. En fait, si on regarde Bruno, il a quand même un menton pointu, comme les Japonais le dessinent. C'est vrai, hein? Et au premier rang, c'est quelqu'un qui a mangé un sushi qui n'était pas terrible. C'est ça qui était bien dans... Enfin, moi, le souvenir que j'en ai, je ne suis pas restée pourtant très longtemps, je suis restée 3 ou 4 ans, je crois. Mais c'était gai, c'était une ambiance sympa. Je crois qu'il le fallait parce que... Il fallait bosser aussi. Il fallait bosser aussi. C'était des longues journées. Oui. Évidemment, leur poste à Bernard, à Jean Chalopin, tout ça, c'est des responsabilités terribles. Mais sur le plan du dessin et de la créativité, c'était plutôt sympa, je crois, comme ambiance. C'est vrai qu'on se sentait vraiment comme dans une famille. Et voilà. En fait, c'était assez souvent qu'on allait bouffer ensemble le soir et qu'on retournait bosser, même si c'était des heures sup. En fait, on le faisait plus pour le plaisir, je crois, et le fait de terminer le boulot, quoi. Moi, ce qui m'a déstabilisé, c'est l'arrivée de la... je ne sais même plus comment elle s'appelle, celle-là. Je la déteste. La pointeuse. La pointeuse. Ah, tu veux dire à Tours? Quand la pointeuse est arrivée dans cette société... Ah bah, à partir du moment où c'est devenu une entreprise plus non, avec des gens comme c'était... Parce qu'il y en avait qui abusaient un peu du... Je suis parti à l'armée pendant 1 an. Donc je suis désolée, la pointeuse, ici. Ah ouais. Comme dit Courteline, au bout d'un moment, ceux qui partaient en avance croisaient ceux qui arrivaient en retard. Ça devenait un peu difficile. Ah oui, non, ça a été... on avait fait un peu de grève. Pardon? On avait fait un peu de grève parce qu'on n'était pas assez payés. Non, la pointeuse... 1200 francs, c'est pas assez. Oui, il y a eu des petits mouvements sociaux. C'était sympa. Il y a eu des petits mouvements sociaux. Réunions dans les WC. Je me souviens pas, moi, que c'était à ce moment-là, c'est vrai. Enfin, on n'est peut-être pas là pour raconter ce genre d'anecdote, mais... Bah si, c'était la vie en Touraine, la vie tourangelle. Parce que c'était dépasser l'étape de la petite entreprise pour devenir vraiment une grande société. Bah oui, à partir de 50, il a fallu qu'on fasse un comité d'entreprise et tout ça. Ah oui. Voilà l'ancêtre de l'Odysseus. Voilà donc l'Odysseus auquel vous avez échappé. Regardez un peu ce boulot. C'est un ordinateur du Centre d'études atomiques de Saclay qui a fait ça, donc qui était un des plus gros ordinateurs de France. Ça, voilà les essais de régie qui partent, qui font n'importe quoi. Donc ça nous plaisait bien et on l'a utilisé tant qu'on pouvait. On faisait un trucage au laboratoire, vous voyez, le Thor sur un fond comme ça. Mais quand même, c'est là que le président japonais a dit « on a dépensé combien pour ça ?» Et c'était beaucoup trop d'argent, donc on a arrêté les frais. En plus, il faut reconnaître que ça manquait complètement de... On retrouve des effets... oui, tout à fait. Bah, ça, c'est ce qui est sorti de la régie vidéo à Denver. Donc la régie qui devient un peu folle et qui crée des choses comme ça, comme un kaléidoscope un peu. Et dans 2001, Odyssée de l'espace, il y a un truc un peu... Il a dû en faire aussi. Hein. Bien avant. Ouais, voilà, ça c'était un projet de générique, vous voyez. Avec le S pour la version internationale. Ulysses. Ouais. Montrer à quoi ça aurait pu ressembler. Ça c'était le premier épisode, donc les premiers personnages. Télémac. Voilà Télémac. Vous connaissez, oui, tout le monde connaît, non? Vous l'avez tous vu, je pense, tous les amateurs ont vu ça c'est le premier épisode. Je crois qu'il n'y a que des adultes. Qui n'a jamais été diffusé. Hein. Et Ulysse avec son look précédent. En fait. Voilà, c'est avant. En Nono a pas trop changé. Oui, Nono, Shirka a changé, vous avez vu. Nono, il fait un peu plus gros bêta. Il fait plus petit enfant après. Et Télémac est plus japonais. Oui, tout à fait, tout à fait. On va parler des Cités d'Or, la naissance des Cités d'Or. Allez-y. Ah, c'est à moi de le dire peut-être. Comment s'est passé, Bernard, le début des Cités d'Or? Alors les Français avaient amené le projet d'Ulysse et au Japon, ça avait fait beaucoup parler dans le milieu professionnel, même si la série ne plaisait pas. Et NHK qui cherchait un coproducteur pour une série qu'il voulait faire qui s'appelait Esteban, donc Les Mystérieuses Cités d'Or.
nous a rencontrés et nous a proposé le projet. On a trouvé ça bien. Et on a trouvé que c'était tout à fait dans l'esprit de ce qu'on voulait produire. D'abord, il y avait un côté didactique, raconter l'histoire. Il y avait l'effet du petit documentaire à la fin. C'était déjà là, hein, l'idée du petit documentaire était déjà là. Mais ce qui ne nous plaisait pas, c'était aussi le style un peu des premiers dessins. Mendoza avait déjà le menton très pointu. Enfin bon, c'était pas tout à fait ça. Donc on a dû apporter des corrections. On est rentré, en fait, c'était le... Ils avaient commencé à faire des dessins et à écrire un premier scénario. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est les Japonais avaient voulu garder le côté Léonard de Vinci des inventions à l'époque. Donc, des rouages en bois, des choses comme ça. Et nous, on voulait introduire les technologies d'aujourd'hui, avec un clin d'œil aux enfants d'aujourd'hui qui savent ce que c'est que l'énergie solaire, bien sûr, mais que les gens de l'époque, bien sûr, ne peuvent pas deviner, et qui considèrent que c'est magique, tout à coup, ce genre de choses. Alors on a essayé de tirer ça vers la science-fiction, on y est arrivé, un peu plus. Donc l'équipe de départ qui avait déjà commencé, je me mettais un peu à leur place, hein, qui avait commencé à dessiner des choses et à penser des choses, n'était pas très heureuse. Au début, ça a été un peu difficile de faire rentrer nos idées dans le... D'ailleurs, je crois que même aujourd'hui, le directeur général du studio, il nous en veut toujours. Marouane l'a rencontré depuis et il en veut encore aux Français d'avoir dérangé leur belle... Oh, c'est devenu une blague en fait. Ah bon, ça va. Autour d'un saké, il me dit ah, les Français. Allez, resserre-moi un verre. Là. Bon, bah oui, mais à l'époque, on sentait nettement que c'était pas une blague. Ça s'est, disons, pas trop mal passé. Bon, et puis, pareil que pour Ulysse. Là, la diffusion au Japon a bien marché, sans plus. Et ici, en France, ça a très, très bien marché. Je pense qu'on a fait redresser trop de choses. Vous voyez, je vois Mendoza, là. Mendoza, il avait le menton un peu plus fin, plus pointu. C'était un peu la japonaise. J'avais demandé à ce qu'on l'arrondisse. On a fait changer des choses. La cape, le pantalon d'Esteban. Enfin, bon, plein de choses comme ça. Plus le concept des extraterrestres. Et ça avait frictionné, mais ça avait donné un résultat qui, je pense, était tout à fait conforme à ce qu'attendait le public français. Et la musique? Et la musique. Alors la musique, les Japonais, alors comme pour Ulysse, on n'était pas d'accord du tout. La musique, les Japonais ont monté leur musique. Et là, sur les Cités d'Or, c'était pareil. Ils voulaient faire une musique assez... si vous êtes habitué au dessin animé japonais de cette époque, vous verrez que la musique est un peu inexistante. Alors que moi, je voulais que ce soit comme des films d'action, des films d'aventure de l'époque. Il y avait Les Aventuriers de l'Arche perdue, il y avait La Guerre des Étoiles, il y avait tout ça, c'était de la musique symphonique. Je pense qu'il fallait que ça remue de la même façon. Surtout qu'à l'époque, on avait moins de moyens pour produire le son. Aujourd'hui, l'informatique a changé tout ça, maintenant on fait ce qu'on veut. À l'époque, faire les bruits de pas, faire tous les bruits coûtait très cher. Si vous regardez Les Cités d'Or, la première série, vous verrez que tout n'est pas là. Mais justement, la musique est là pour accompagner les choses et pour suggérer des émotions. Et c'est ce qui faisait la différence. Et ça se passait comment après pour la musique avec les Japonais, oui, pareil qu'avec Ulysse 31, on leur a fourni une liste de musique. J'avais l'habitude de leur demander des thèmes pour chacun des héros ou des éléments comme le bateau ou le Grand Condor, par exemple. Alors je leur demandais des thèmes plus ou moins longs parce qu'à l'époque on n'avait pas l'informatique, évidemment c'était c'était moins souple pour couper la musique. Donc je leur demandais, je leur faisais une liste qui devait faire, je ne sais pas combien, 10 ou 12 pages de morceaux de musique de toutes sortes de longueurs, des thèmes selon le héros qui changeaient, triste, gai, courant, joyeux, découvrant, surprise, bonne surprise, mauvaise surprise, etc. Vous savez, toutes ces fins de musique qui font tan, 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 voilà. Il m'en fallait beaucoup pour monter à travers les épisodes. Hein. Quand on fait 26 fois 26 minutes et que ça roule comme un train et qu'il y a un épisode qui arrive toutes les semaines, il faut être prêt à tout réceptionner. Donc, je me rappelle que Saban m'avait dit, je lui avais envoyé la liste de musique par Telex. À l'époque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des Telex, mais on pouvait envoyer à distance. En fait, vous tapiez un message qui était immédiatement transmis à l'autre bout du monde, tapé par une autre machine. Et je lui avais envoyé un Telex qui devait faire à peu près 3 mètres de long pour me donner déjà la... Et il l'avait affiché dans son bureau en disant « Regardez ce qu'il me demande ». Pour se plaindre, évidemment. Mais il était très content, comme il avait vendu beaucoup de disques sur Ulysse. Il était très content de faire les mystérieuses Cités d'Or. Vous avez payé aussi pour...
Ah bah là, oui, maintenant, c'était lui qui fournissait la musique, donc c'était assez frais. C'était juste après. Assez frais, donc en contrepartie, il avait quelque chose. Ça, c'est les séries, oui, qu'on a produites après aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'on a fait des séries qui n'ont jamais été vues en France. Hein. C'est là où je vous disais que les chaînes américaines sont venues nous voir pour produire beaucoup de choses. Le succès attire le succès.